World TV. Ici aujourd'hui dans ce merveilleux espace. On va dire bienvenue Madame Sylvia Servin, notre invitée. On va remercier Fanny Tutupondo, l'agenda Zania. Fanny, tu es où? Je ne te vois pas. Voilà, là-bas. Donc c'est Fanny qui organise avec son association et son agenda culturel cette rencontre. C'est elle qui a invité Madame Sylvia Servin. Donc big up à elle, courage, et puis qu'elle continue à nous organiser des événements comme ça. Qu'est-ce que je peux dire encore avant de commencer? Justement en parlant de Fanny et son association, vous savez que ça coûte d'inviter des auteurs, d'organiser ce genre d'événements. Donc il y a une petite cagnotte ici pour ceux qui voudraient contribuer, l'encourager à continuer dans ce sens-là. Donc quand on aura terminé cette rencontre, vous pourrez venir mettre un petit quelque chose. Je vous y invite. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Je dois vous dire que cet ouvrage de Madame Servin, dont on va vous parler aujourd'hui, va être réédité. C'est la très bonne nouvelle en fait qu'on avait pour vous aujourd'hui, parce qu'on sait que les gens le recherchent. On a vu sur Facebook par exemple qu'il était vendu très cher. On a vu des prix de l'ordre de 350, des fois 2000 euros, pour un livre qui à la base était à 18 euros. On saura pourquoi c'est monté, les prix sont montés en flèche comme ça. Madame Servin nous expliquera. Donc il va être réédité au mois d'avril prochain. Donc ce que Fanny et Madame Servin ont organisé, c'est une playlist en fait pour ceux qui aimeraient recevoir et acheter le livre en avance. Vous pouvez vous inscrire chez Fanny. Comme ça, avec vos coordonnées et tout, on vous enverra le livre quand il va paraître et il sera dédicacé par l'auteur. Voilà. Donc voilà les quelques annonces que je devais vous dire avant. On va aller de l'avant. Je ne sais pas si je vous présente encore Madame Sylvia Servin. Je pense que tout le monde la connaît. On a tous été regardés sur Google, Facebook, etc. Elle est née à Saint-Louis, au Sénégal. Hein. Voilà, de parents martiniquais. Vous me corrigez, hein, si, voilà, exactement, si je me trompe. Donc, vous grandissez dans le pays du Thieboudienne. Exactement. Et après, vous allez retourner, vous allez aller vivre en France pour poursuivre vos études en histoire. Histoire et journalisme. Paris 7e. Oui, Paris 7e. Voilà, exactement. Donc, diplômé en histoire et puis spécialiste en journalisme, communication d'entreprise. Voilà, exactement. Vous faites de la politique un tout petit peu, j'ai vu, conseillère... mais c'est sur le tard, ça c'est sur le tard. Conseillère municipale. Et puis 2 dates importantes. L'apparition de votre livre, celui-là, 2004. Reine d'Afrique, héroïne de la diaspora noire. Grand succès de librairie. Plusieurs éditions, Oui, il a été réédité plusieurs fois. Vous voyagez beaucoup de par le monde pour présenter le livre. Tout se passe très bien. Et puis, deuxième date, patatras, 2006-2007. Qu'est-ce qui se passe? Une contrefaçon allemande de l'ouvrage, mais on peut en reparler après ma communication. Voilà. On va en parler un petit peu si vous le souhaitez, parce que beaucoup de gens me demandent comment ça s'est passé, beaucoup de gens qui ont suivi l'affaire. Voilà, donc le livre est traduit chez un éditeur, enfin traduit entre guillemets, chez un éditeur allemand, Peter Hammer Verlag, voilà, exactement. Et il est
contrefaçon, on le massacre. Ce sont les mots. Disons que l'ouvrage a été falsifié sous mon nom, sans mon autorisation. Et enfin bon, je donnerai les détails pour ne pas me répéter juste après la communication. Donc on va commencer comme ça, on va parler des bonnes choses d'abord, on va présenter, Madame Serveur va présenter ce magnifique livre, et puis après on parlera un peu de l'histoire de ces livres. D'accord. Oui, donc ce que je voudrais rajouter, c'est que l'ouvrage est en réédition chez un autre éditeur. Je devais en avoir des exemplaires là, mais malheureusement ils ont pris du retard. Et il sera diffusé dans la deuxième quinzaine d'avril, plutôt fin avril je pense. Et ceux qui souhaiteraient l'acheter en préachat et donner leur nom, comme ça ils auront une dédicace. Je m'engage à aller le dédicacer chez l'éditeur avant qu'il vous l'expédie en Suisse. Voilà, à la librairie Payet. Donc je voudrais d'abord remercier l'association Azania et Fanny, qui est un peu son chef d'orchestre, pour cette invitation à partager avec vous mes travaux sur les femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et de la diaspora noire. Et puis j'avais très envie de venir à Genève parce que c'est pour moi une escale très spéciale, car c'est de là, ainsi que de Vienne en Autriche, que me sont parvenus les premiers messages de soutien lorsque je me suis retrouvée aux prises avec la justice française pour avoir osé dénoncer justement cette falsification allemande de mon livre qui visait à transformer mon œuvre en un brûlot raciste et révisionniste. Donc j'ai eu beaucoup de soutien, de messages, de solidarité venus de Suisse. Et c'est un peu grâce à tous ces gens que je suis encore là et que je continue à me battre. Alors je voulais remercier tous ces sympathisants, tous ces lecteurs aussi et tous ces anonymes qui m'ont témoigné de leur sympathie dans ces moments-là. Alors dans les démocraties occidentales où nous avons construit nos vies, quelle image de la femme noire diffuse-t-on plus communément dans les médias et dans les émissions de grand public? Des clichés de soumission, de misère, d'effacement. Or, malgré les stéréotypes qui nous associent souvent à un manque d'affirmation de soi, les femmes noires savent ce que lutter veut dire. Elles ont été et sont encore de tous les combats de leur société, mais on ne rend pas visible tous les efforts qu'elles sont capables de déployer pour transformer leur destin et pour faire avancer leurs proches et celui de leurs proches. Alors avant de poursuivre mon propos, je vais compléter la présentation qui a été faite de moi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc elle a expliqué, j'ai vécu une trentaine d'années sur le continent africain, donc je suis née au Sénégal, j'ai vécu très longtemps en Côte d'Ivoire aussi, et j'ai beaucoup voyagé à travers le continent. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de recueillir énormément d'informations qui m'ont permis ensuite de faire ce travail. Alors parallèlement à mes activités professionnelles, donc en tant que journaliste d'abord, au cours de mes nombreux voyages, j'essayais de rencontrer des traditionnistes qui connaissaient un peu, parce que dans nos peuples, dans nos sociétés de l'oralité, c'est à travers ces traditionnistes que se perpétue notre patrimoine historique et le récit des grands événements qui ont marqué notre histoire. Et donc, j'ai ramené énormément d'informations recueillies à partir des traditions orales. Et lorsque je revenais en Europe, j'essayais de rechercher, donc là je vous explique un peu la méthodologie en même temps, j'essayais de rechercher dans toutes les archives possibles et imaginables des informations qui venaient enrichir les éléments que j'avais recueillis. Parce qu'en tant qu'historienne, on m'aurait fait le reproche, on aurait contesté la crédibilité de ce travail si il ne se basait pas aussi sur des sources écrites. Parce que pour les tenants du savoir et les occidentaux, si ce n'est pas écrit, c'est que ça n'a pas existé. Donc il a fallu que j'essaye de retrouver sur certains de ces personnages le maximum d'informations que je pouvais trouver dans des archives même du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Je suis allée aux archives du Vatican, dans des sources portugaises, dans des sources arabes aussi, traduites en français bien sûr,
parce que ce sont des voyageurs arabes qui les premiers ont traversé le continent africain entre le 8e et le 11e siècle, pendant la période d'islamisation de l'Afrique subsaharienne. Et ils ont aussi laissé énormément d'informations sur les pays et les sociétés, les gens qu'ils croisaient au hasard de leur périple. Alors, ce qui était intéressant, et je crois ce qui fait l'originalité de ce travail, c'est qu'avec les sources orales, je recueillais des informations j'avais des informations très vivantes sur, par exemple, le caractère, la personnalité de la figure sur laquelle je travaillais, sur la façon dont les gens vivaient, sur les échanges commerciaux qu'ils avaient. Et ce qui montrait une image très dynamique de ces sociétés africaines, que dans les livres d'histoire qu'on nous a enseignés, on montrait un continent sauvage, vide, où on dormait pratiquement dans les arbres et on attendait qu'on vienne nous civiliser. Or, à travers ces informations, on se rendait compte qu'il y avait une vraie dynamique. Et d'ailleurs, le continent africain s'est suffi à lui-même pendant des milliers d'années avant l'arrivée des Européens en terre africaine. Donc ça veut tout dire. Et avec les sources écrites, donc j'avais des informations précises sur des dates, par exemple quand il y avait des confrontations avec certains des personnages, notamment dans la période d'expansion coloniale, des dates, des contextes assez précis. Donc ce qui me permettait, toute cette froideur peut-être des faits écrits, j'ai essayé de les associer aux informations que j'ai recueillies dans les sources orales, et ce qui m'a permis de resituer un peu ces personnages dans leur vie quotidienne presque. Et de nombreux lecteurs m'ont dit, quand on lit ce livre, on a l'impression d'être là, de vivre avec elles, de faire partie de leur entourage. Et ce qui m'a permis aussi de prendre ma plume de journaliste au service de mes compétences d'historienne, pour prendre le ton de conteur, de conteuse, pour essayer de transmettre tout ce que j'avais découvert. Alors à partir de ces sources, donc j'ai pu écrire cet ouvrage, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, qui présente 22 portraits de femmes qui ont vécu de l'Antiquité jusqu'au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, et qui ont marqué l'histoire d'une quinzaine de pays d'Afrique et 3 pays de la diaspora, les États-Unis, la Guadeloupe, une île qui avait été colonisée et qui a connu des résistances à l'esclavage, et Madagascar aussi, où il y a de très nombreuses populations africaines et qui fait partie de la diaspora aussi. Alors, pourquoi ce travail? Et donc l'ambition de cette contribution, c'était surtout de porter un éclairage sur des femmes ignorées de l'histoire dite universelle, et qui ont pourtant joué un rôle marquant sur différentes scènes historiques. Alors, il ne faut pas que j'oublie de faire avancer, donc j'ai parlé du... Voilà. Alors, je vous ai rapidement mis aussi quelques autres contributions auxquelles j'ai participé, notamment des publications de l'UNESCO, parce que j'ai participé à un programme sur les femmes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique, et ils en ont sorti quelques scènes comme ça pour faire des ouvrages un peu plus destinés à la jeunesse, sur la reine Zinga d'Angola ou sur les Amazones du Dahomey. Et la dernière production, c'est un travail sur la période plutôt des indépendances, enfin les années plus contemporaines, et les femmes sur le panafricanisme et la thématique de renaissance africaine. Donc ce sont des contributions que j'ai faites. Alors je ne vous apprendrai rien en disant que les livres d'histoire parlent rarement des femmes. On connaît les mêmes Jeanne d'Arc, Catherine de Russie ou la reine Victoria d'Angleterre, mais pour ce qui concerne les femmes noires, c'est le néant complet. De ce fait, à l'exception notable des États-Unis, où les Afro-Américains ont repris en main la relecture et la diffusion de leur propre histoire, les femmes noires sont totalement absentes des modèles d'identification érigés par la communication globale qui régit notre monde et qui façonne les opinions. Alors les seuls modèles de leadership féminin qui sont valorisés ne mettent en avant que des occidentales. Or, de nombreuses femmes noires ont aussi lutté pour la défense de leur territoire et pour préserver leur liberté, mais elles sont totalement occultées de la transmission de l'histoire. Or, il est important de savoir
que les Africaines n'ont pas toujours été reléguées dans l'ombre, et l'histoire de l'Afrique est parsemée de luttes individuelles ou collectives qui témoignent d'une tradition d'engagement des femmes dans la défense de leur société. Dans différentes aires culturelles de l'Afrique précoloniale, des personnages féminins ont tenu le devant de la scène en tant que dirigeantes de royaume, en tant que dirigeantes de royaume, en tant que guerrières, résistantes ou femmes d'influence. Elles pouvaient occuper d'éminentes fonctions et prendre des initiatives au nom de leur communauté sans que cette influence soit contestée en raison de leur sexe. Alors je vais maintenant vous présenter quelques personnages, en commençant par des femmes de pouvoir, comme la reine Nzinga d'Angola qui a vécu au XVIIe siècle et qui s'est battue pendant une quarantaine d'années contre les tentatives d'annexion de son pays par les conquistadors portugais. Et elle a tenu jusqu'à sa mort en 1663, à l'âge de 82 ans. Alors l'Angola était un des premiers comptoirs d'Afrique où les Portugais se sont établis. Ils en ont aussitôt fait une escale importante du commerce négrier. Et ce pays a été le plus décimé par la traite des esclaves. Alors les souverains du Dongo, qui était le nom originel de la contrée, qui a été rebaptisé par la suite Angola par les Portugais, donc ces souverains qui se sont succédés ont résisté pendant une centaine d'années pour tenter de sauver leur territoire. Et au XVIIe siècle, donc, arrive en bout de chaîne la reine Nzinga. Alors, fille et sœur de roi, elle va susciter une formidable curiosité dans les grandes cours d'Europe dès son époque pour avoir tenu tête pendant si longtemps à une armée européenne. Elle a inspiré des romans, des chroniques, des témoignages à différents auteurs italiens, portugais, français, allemands et hollandais entre le XVIIe et le XIXe siècle, période où le peintre français Achille de Veria va dessiner un portrait imaginaire de cette reine angolaise. Et ce portrait a été tellement repris dans différentes publications qu'il s'est presque imposé comme un portrait officiel. Ce qui fait que, après l'indépendance de l'Angola en 1975, contre la colonisation portugaise, un des premiers gestes symboliques du gouvernement angolais a été de faire édifier en 1976 une statue représentant leur reine et qui était plus proche de sa physionomie. Ils ont fait des recherches d'après les traditions orales parce que c'est vrai que l'autre portrait où tout le monde pensait qu'elle était vraiment comme ça, n'était pas tout à fait authentique. Donc ils ont voulu aussi apporter leur marque dans cette réappropriation de l'image de la reine Nzinga, et ils ont édifié cette statue. Donc c'est pour que vous ayez les deux éléments. Alors, ne pouvant résister à l'avancée portugaise, en 1629, Nzinga va se replier dans le Matamba. Donc, en bas, ce qui est marqué Kingdom of Angola, c'était vraiment toute la région qui appartenait aux ancêtres de cette reine et qui a été grignotée progressivement par les Portugais. Donc, ils ont résisté pendant une centaine d'années. Elle, dans les dernières années, elle avait encore une partie du Ndongo. Et ensuite, elle a dû partir, se replier sur le Matamba, qui était un royaume vassal du Dongo, où elle a reconstitué son royaume. Et elle a reconstitué son royaume et elle va rester en place jusqu'à sa mort. Et les Portugais ne pourront jamais coloniser cette partie, cette région-là. Alors, présentée dans des documents militaires de l'époque comme une stratège de qualité, Nzinga envoyait par exemple des espions à Luanda pour observer l'entraînement des soldats portugais afin d'améliorer l'efficacité de ses propres troupes qu'elle menait elle-même au combat. Elle organisa aussi un front de résistance avec des chefferies voisines pour contrer les invasions coloniales. Aussi, elle est restée dans l'histoire comme un exemple inégalé de gouvernance féminine, puisqu'elle avait réorganisé l'administration de son royaume pour doubler les plus hautes fonctions de responsabilité par des postes d'adjoints qu'elle confiait aux femmes. Et elle savait que si, par exemple, un gouverneur ou un des chefs qu'elle avait nommé faisait des bêtises ou de la corruption, la femme venait le dénoncer, donc, parce qu'elle avait plus confiance dans les femmes. Voilà. Et donc, elle est restée au pouvoir, et c'est pour ça qu'elle était très très populaire aussi dans son royaume.
Alors, autre figure, parce que sinon on pourrait rester des heures sur elle, elle est passionnante. Une autre figure que je tenais à vous présenter, c'est la reine Dateyala du Waalo. Et dans ce petit royaume au nord du Sénégal, près de Saint-Louis d'ailleurs où je suis née, les femmes et les sœurs ou les mères de rois pouvaient exercer un rôle politique. Alors Dateyala s'est montrée déterminée à préserver à son pays son indépendance, et en 1847, elle a écrit au gouverneur de Saint-Louis, qui était tenu par les Français, où il contrôlait des comptoirs commerciaux et négriers depuis le milieu du XVIIe siècle. Donc elle écrit à ce gouverneur français: « Nous n'avons fait de tort à personne, ce pays nous appartient et c'est à nous de le diriger. Saint-Louis appartient au gouverneur, le Waalo, c'est-à-dire son pays, appartient à son roi, que chacun de ses chefs gouverne son pays comme bon lui semble. En un mot, laissez-nous tranquilles et voilà, vous n'avez rien à faire dans notre pays. » Mais après une résistance désespérée contre les forces françaises, elle est vaincue en 1855 et trouve refuge dans le royaume voisin du Cayor, où elle meurt, non sans avoir tenté de reprendre la résistance avec son fils Sidia, qui avait essayé de rallumer un peu des forces, mais il a été attrapé par les Français qui l'ont exilé ensuite en Algérie. Et donc elle meurt après avoir régné pendant 22 ans donc, dans le royaume du Waalo. Et cette illustration de la reine Dateyala nous vient de l'abbé Boilard, qui était David Boilard, un métis franco-sénégalais de Saint-Louis qui était prêtre et qui lui avait rendu une visite en 1850. Et il a par la suite publié un ouvrage sur le Sénégal de l'époque qui est titré « Esquisses sénégalaises » et qu'on peut trouver, qui a été réédité et qui est vraiment très intéressant à découvrir. Alors, un autre personnage. Elle, c'était une vibrante nationaliste et fine lettrée. Elle composait des poèmes en amharique. Taïtou Betoul a été l'avant-dernière impératrice d'Éthiopie et a laissé le souvenir d'une femme de caractère très impliquée dans la gestion de son pays. Sa personnalité plutôt abrupte a d'ailleurs impressionné la plupart des visiteurs étrangers et des ambassadeurs européens qui se pressaient en visite chez l'empereur Ménélique II, son époux. Elle savait en effet se montrer d'une cinglante fermeté lorsque l'empereur, de tempérament affable et courtois, lui semblait traiter de façon trop diplomatique ses interlocuteurs européens dont elle devinait les convoitises sur son pays. Alors c'est d'ailleurs elle qui a poussé l'empereur Ménélique à entrer en guerre contre l'Italie pour contrer les visées expansionnistes de ce pays, pressé d'imposer un protectorat à la riche Éthiopie. Alors la victoire des Éthiopiens sur les Italiens lors de la bataille d'Adwa en mars 1896 est restée dans les annales comme le premier État africain ayant mis en déroute une armée européenne, ce qui a été vécu comme un véritable traumatisme et une humiliation par les nations occidentales. Alors l'impératrice s'était personnellement investie dans la préparation de la guerre. Elle avait levé un contingent de 3000 hommes dans sa région natale du Gondar pour renforcer l'armée impériale, et elle avait également pris en main l'organisation du ravitaillement des troupes sur le terrain, ainsi que la mise en place de cordons sanitaires avec des infirmières et des volontaires. Et le jour de la victoire, Taïtou Betoul a attiré l'attention de tous les correspondants de presse européens qui étaient venus couvrir l'événement, puisqu'elle est apparue à cheval sur le champ de bataille aux côtés de l'empereur Ménélique. Alors ce tableau a été fait par un peintre français qui représente la victoire éthiopienne, mais évidemment une femme, ça ne pouvait pas l'intéresser de lui faire partager cette victoire, donc il ne représente que l'empereur et ses généraux derrière. Mais elle était bien là. Alors après s'être imposée à la tête de son pays, lorsque son mari tomba malade en 1910, elle a été évincée par le Conseil des ministres et a quitté la scène politique au profit d'un héritier désigné. Autre personnage, à Madagascar, cette fois, alors qu'elle est décrite dans les documents français d'époque comme une personnalité effacée et sans relief, la jeune reine Ranaval III de Madagascar a eu un rôle influent en soutenant la résistance de son peuple contre la colonisation française. Elle a été destituée par les Français en février 1897. Elle a été kidnappée d'ailleurs dans son palais.
Et elle a été déportée en Algérie où elle est morte en mai 1917. Mais son souvenir est resté très très populaire dans son pays. Alors il n'y eut pas que des femmes de pouvoir et certains épisodes historiques attestent d'insurrections conduites par des femmes du peuple. Parfois même rien ne prédisposait ces personnages à une telle destinée. Et du jour au lendemain, d'humbles mères de famille ou des jeunes filles tout à fait ordinaires se montraient, révélaient un comportement héroïque et se montraient capables d'enflammer les foules autour de la défense du pays. Alors ce fut le cas au XVIIIe siècle d'une jeune Congolaise du nom de Kimpavita, dite Donia Béatrice, qui a été condamnée à mourir sur le bûcher le 2 juillet 1706 pour avoir dénoncé les abus de missionnaires chrétiens à la cour du roi du Congo. Alors ce pays, qui s'étendait à l'époque du nord de l'Angola à l'actuel Congo démocratique, était en proie à des guerres intestines entre princes rivaux, armés par les Portugais qui exigeaient, en échange de la fourniture d'armement, qui exigeaient des esclaves, et donc qui incitaient les princes angolais à entrer dans le commerce d'esclaves, et qui ensuite à se combattre mutuellement, puisque plus on a d'armes, plus on pense qu'on est supérieur aux voisins, et c'est comme ça que ça a eu pour conséquence d'affaiblir le pays et de préparer la mainmise portugaise sur ce riche territoire. Alors face au désordre et aux famines provoquées par la guerre civile, Kimpavita, se prétendant inspirée par un rêve où Saint Antoine lui était apparu, puisqu'elle avait été baptisée, elle était d'influence chrétienne, exhorta le petit peuple à réagir, affirmant que les Blancs cherchaient à précipiter la chute du royaume pour s'emparer des richesses du Congo. En quelques mois d'une croisade à travers le pays, elle attira dans son sillage des milliers de villageois qui réclamaient la restauration du pouvoir local et la fin de l'emprise étrangère. Elle a en outre créé un mouvement religieux, la secte des Intonins, qui a commencé à éveiller les consciences en proclamant que le ciel est aussi peuplé d'anges noirs et pas seulement blancs comme le prétendaient les missionnaires européens. Et elle dénonça les inégalités imposées par les Blancs au nom de leur supériorité raciale, alors que le christianisme prêchait l'égalité et la fraternité entre les hommes et affirmait que Dieu ne faisait aucune distinction entre les êtres. C'en était trop pour les missionnaires qui gravitaient autour du roitelet local. Le peuple et les élites commençaient à rallier en masse le mouvement de Kimpavita et à déserter l'église romaine. Les prêtres ont exigé du faible roi, Pedro VI, qu'il fasse arrêter la jeune prophétesse. Accusée d'être une hérétique, elle a été condamnée à périr sur le bûcher. Alors ce croquis a été fait rapidement quand on l'a arrêtée avant sa condamnation à mort, a été faite par un missionnaire italien qui était donc à la cour du Congo à l'époque et c'est la seule image, c'est un peu caricatural mais enfin ça montre un peu comment on les voyait. Alors nous allons maintenant parler de ces résistances à l'esclavage, où les femmes ont aussi payé un lourd tribut, non seulement comme victimes mais comme résistantes, mais là aussi l'histoire n'en parle guère. D'abord l'esclavage arabe qui s'est étalé sur 14 siècles antérieurement et postérieurement à la traite occidentale et qui a aussi connu des résistances sur le continent africain, dont certaines sont restées en mémoire. Nous avons l'exemple de villageoises sénégalaises du petit village d'Under, toujours dans le nord du Sénégal, qui en novembre 1819 se sont enfermées dans une case et se sont fait brûler vifs pour ne pas tomber entre les mains d'esclavagistes arabo-berbères venus de la Mauritanie voisine. Alors ce jour-là, les hommes étaient partis très tôt au champ et le roi et sa cavalerie étaient partis en visite à Saint-Louis et les femmes étaient seules au village et elles vaquaient à leurs occupations habituelles. Soudain, il y a l'une d'entre elles qui était partie chercher de l'eau au bord du fleuve, qui arrive en courant, tout essoufflée, et qui dit « les Maures arrivent, ils arrivent ». Et tout de suite, les femmes ont compris ce qui les attendait, parce que le fleuve séparait le Sénégal de la Mauritanie, sépare toujours. Et pendant la période de saison sèche, quand l'eau était aguée, quand le fleuve était agué, qu'il y avait moins d'eau, c'est là où les Mauritaniens venaient faire leur razzia parmi les populations noires
du Sénégal, qu'ils revendaient ensuite sur les marchés d'Afrique du Nord, notamment en Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais dans cette région-là. Alors, une fois qu'elles ont été prévenues, que cette femme est venue les prévenir, donc toutes, elles ont envoyé leurs enfants se cacher dans les champs sous des hautes tiges de mil. Ensuite, elles sont vite allées dans leur case. Et chacune allait enfiler des habits d'hommes, soit d'un père, d'un mari, d'un fils. Elles ont caché leurs cheveux sous des bonnets d'hommes et elles ont ramassé tout ce qu'elles pouvaient trouver comme éléments de défense, soit des coupes-coupes, des pilons, même des fusils qu'elles allaient manier pour la première fois. Et là, lorsque les morts sont arrivés, elles se sont vraiment battues avec l'énergie du désespoir, comptant sur leur supériorité numérique parce qu'elles étaient 300 à peu près, et elles se sont bien battues puisqu'elles ont réussi à blesser ou à tuer quelques assaillants, mais elles ont aussi perdu beaucoup des leurs. Et à ce moment-là, le chef des Maures s'est rendu compte, enfin il a dû se rendre compte très vite d'ailleurs, que c'était des femmes, qu'il était en confrontation avec des femmes, et il ne voulait pas que cette marchandise soit abîmée parce qu'il comptait quand même les revendre, voilà, en tirer profit. Donc il a décidé de se replier pour quelques heures et de revenir un peu plus tard dans la journée, sachant qu'elle ne pourrait pas affronter un second assaut. Donc ils se sont repliés et à ce moment-là les femmes étaient désespérées et l'une d'entre elles, qui avait un fort tempérament, Barkadia, leur a dit « Bon, cessez de gémir, nous n'allons pas rester là attendre qu'ils viennent nous chercher. Combien d'entre vous ont vu leur mère ou leur grand-mère partir en esclavage et ne jamais revenir? Il n'est pas question que nous aussi on nous prenne et que la honte rejaillisse sur notre descendance. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est la mort. » Alors la mort, non, elles ne voulaient pas. Et elle les a haranguées comme ça. Finalement, elles ont accepté de la suivre. Elles sont allées s'enfermer dans une grande case, la case du Conseil royal. Et toutes, elles se sont serrées les unes contre les autres et elles ont commencé à chanter pour se donner de la force. Et Mbarkadia a allumé, puisque c'était des cases en paille, elle a allumé une braise et elle a lancé sur un muret et donc la case s'est enflammée. Et parmi ces femmes, il y avait une jeune qui était enceinte et presque à terme et qui a été la dernière à entrer dans la case avant qu'on la ferme. Et au dernier moment, prise par un instinct de survie, elle a donné un coup de pied dans la porte et elle est sortie en suffoquant et elle s'est évanouie un peu plus loin. Et celle qui était encore là, on dit non, laissez-la, c'est elle qui racontera aux autres ce qui s'est passé quand ils arriveront. Parce qu'ils avaient envoyé des gens chercher du secours, mais ils allaient arriver trop tard de toutes les façons. Et ces femmes courageusement sont restées jusqu'à ce que le toit de la case s'effondre sur elles et elles se sont sacrifiées comme ça. Et quand les secours sont arrivés, effectivement, il était trop tard. Et donc cette histoire est restée dans la mémoire populaire sous le nom du mardi de Nder, Talatander, parce que ça s'est déroulé un mardi du mois de novembre 1819. Alors, il y a eu d'autres femmes aussi, toujours ces femmes du peuple, combatives, comme les Amazones de l'ancien royaume du Dahomey, qui s'enrôlaient dans l'armée, le Dahomey qui est le Bénin d'aujourd'hui, et qui ont été considérées comme le plus célèbre corps féminin de l'histoire militaire. Elles ont représenté pendant 2 siècles, du XVIIe au XIXe siècle, le fer de lance de l'armée dahoméenne. Et ces guerrières représentaient un effectif de 4000 femmes, entraînées à résister aux privations et à se montrer insensibles à la pitié. Elles étaient organisées en escadrons disciplinés, occupant toujours les premières lignes de combat, en raison de leur héroïque sens du sacrifice. L'armée des Amazones comptait 5 régiments composés d'archères avec leurs flèches empoisonnées, de fusilières qui étaient équipées de mousquetons et de sabres, on voit une image d'entraînement là, des chasseresses qui tenaient le rôle d'éclaireurs, de faucheuses qui disposaient d'un long rasoir en forme de ciseaux et qui pouvaient trancher un ennemi par le milieu d'un seul coup de ciseaux, et c'était vraiment leur titre de gloire. Et enfin, les artilleuses qui étaient chargées des canons et des pièces d'artillerie.
Donc nous avons vu des femmes dans des rôles de dirigeantes, de résistantes, de combattantes. D'autres aussi ont émergé pour acquérir un pouvoir économique. Aujourd'hui, on a l'exemple de ces femmes d'affaires et commerçantes du golfe de Guinée, qu'on surnomme les Nana Benz. Mais il faut savoir que leur lignée est bien antérieure à la période coloniale ou à la période moderne. Ainsi, au Nigeria, la fameuse Madame Tinubu, qui a vécu au XIXe siècle, fait figure de pionnière à cause de sa formidable réussite économique dans son négoce avec l'Europe. Cette puissante femme d'affaires gérait en effet un quasi-monopole d'exportation d'huile de palme vers la Grande-Bretagne, au moment où la révolution industrielle avait besoin d'oléagineux pour faire tourner ses machines. Au départ, quand elle était enfant, à l'âge de 5-6 ans, elle vendait de la bouillie de maïs sur les routes avec sa mère. Quelques années plus tard, où elle a continué à faire des petits commerces comme ça, elle s'est retrouvée à jouer les intermédiaires sur le port de Lagos, entre des négociants afro-brésiliens et des chasseurs d'esclaves de sa communauté, Egba, pour s'enrichir dans la traite clandestine, désormais combattue par les Anglais. Puis quand la traite devint hors la loi, elle fit comme tous les Européens impliqués dans ce trafic. Vers 1850, elle se tourna vers le commerce de matières premières africaines, notamment agricoles, destinées au marché de divers pays d'Europe. Et avec sa fortune, Tinubu achetait aux Hollandais, qui détestaient les Anglais, les meilleurs canons et fusils européens dont elle arma les troupes de son pays, afin que leur équipement ne soit pas inférieur à celui de leurs adversaires britanniques. Nous allons maintenant évoquer la diaspora noire. Alors il est important de savoir que partout dans le monde où des Africaines ont été déportées par le système esclavagiste, elles ont dû faire preuve de combativité pour apprendre à survivre sur des terres inconnues et préserver leur descendance dans un environnement hostile, se faisant mémoire pour transmettre des bribes de culture, de pharmacopée traditionnelle et d'identité originelle, réduite à l'état d'instruments de travail voués à être achetés, vendus ou échangés, génitrices dont le lait maternel appartenait d'abord aux enfants blancs du maître. Il leur a fallu sans cesse ruser pour empêcher que ce carcan de servitude ne vienne broyer leur ressort de résistance. La question des résistances a été un des thèmes les plus occultés de l'histoire des puissances esclavagistes. Longtemps, on a voulu faire croire que les Noirs servaient docilement le système qui les opprimait. Or, la résistance était indissociable de l'esclavage. Suicide, avortement après les viols, empoisonnement des oppresseurs, fuite dans des lieux inaccessibles, révolte au prix de leur vie. Cette résistance a été multiforme. Ainsi, là où des Africains ont été transplantés pour travailler à l'essor des contrées du Nouveau Monde, des Amériques aux Caraïbes en passant par Cuba, la Guyane, le Brésil, la Colombie, la Jamaïque ou encore Haïti, tous les soulèvements d'esclaves ont connu d'héroïques combattantes, exhortant leurs compagnons à briser leurs chaînes et bravant, couteau à la main, le feu des armées blanches qui protégeaient les intérêts esclavagistes. Alors sur l'île de la Guadeloupe, une femme symbolise cette résistance, la mulâtresse Solitude, ainsi nommée parce qu'elle était métisse. Elle a été pendue en novembre 1802, au lendemain de son accouchement, pour avoir participé à un soulèvement initié par le colonel Louis Delgrès, un officier antillais gradé de l'armée française qui s'était opposé au rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte. Alors la répression, donc elle avait suivi ce mouvement de révolte et elle a été attrapée et comme on ne voulait pas que l'enfant qu'elle porte soit perdu pour un planteur, elle a été emprisonnée jusqu'au jour de son accouchement et une fois que l'enfant est né, donc elle a été pendue, elle a été conduite à la potence. Alors il faut savoir que la répression qui s'est abattue après cette révolte de 1802 sur la population guadeloupéenne a fait plus de 10 000 morts, dont près de la moitié étaient des femmes, puisque vraiment elles s'étaient lancées à fond dans cette résistance. Elles furent aussi fusillées en groupe sur les plages par la maréchaussée française, pendues ou jetées vivantes dans des bûchers en place publique, juste pour avoir refusé de revenir à leurs anciennes conditions d'esclaves, qui avait été abolie en 1794 après la Révolution française.
Alors dans ces combats, les femmes s'engageaient à tous les niveaux, cachant des armes et des fugitifs, transmettant des renseignements aux insurgés, soignant les blessés ou nourrissant les combattants, à l'image des résistantes de la guerre d'indépendance haïtienne. Là aussi, nombre d'entre elles furent pendues ou fusillées. Une figure émouvante est cependant passée à la postérité, celle de Dédé Basile, surnommée la négresse défilée. Maintes fois violée par son propriétaire blanc, cette femme devint cantinière pour suivre les bataillons noirs qui affrontèrent les troupes françaises lors des insurrections de 1802 et 1803. On dit même qu'elle prit part au combat, mais après que ses 3 frères et 2 de ses fils eurent été massacrés par la mitraille de l'armée bonapartiste, elle sombra dans la folie. C'était aussi un exemple aussi, ces femmes qui se battaient tant que finalement elles finissaient par perdre tous leurs moyens. Alors dans la marche de l'histoire, ces combattantes du passé ont bien sûr eu des héritières, comme nous allons le voir avec des luttes plus contemporaines. Alors je disais en introduction qu'aux États-Unis, les Afro-Américains ayant repris en main l'écriture de leur histoire, des femmes ont pu accéder à la célébrité pour leurs actions de résistance. La vulgarisation d'un important travail de documentation sur la période esclavagiste a en outre permis de familiariser l'ensemble de la société américaine à l'intégration de ces figures noires dans la mémoire collective. Et même dans les programmes scolaires de tous les petits Américains, on enseigne donc l'histoire de ces militantes anti-esclavagistes, alors que pendant des années, donc ça avait été totalement occulté. Et c'est ainsi que des timbres ont même été émis par les services postaux américains à l'effigie de militantes du XIXe siècle. Alors j'ai retenu 3 noms emblématiques que vous connaissez de ce chemin de résistance entre l'esclavage et la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains. Harriet Tubman, qui est l'héroïne du fameux chemin de fer clandestin qui entre 1850 et 1860 a permis de faire évader près de 300 Noirs qui étaient prisonniers de leur plantation dans des États esclavagistes et qui leur a permis de fuir vers le nord des États-Unis, dans des États abolitionnistes ou vers le Canada. Ensuite, Rosa Parks, cette couturière de 42 ans, qui était aussi militante des droits civiques, est entrée dans l'histoire pour avoir, en décembre 1855, dans l'Alabama ségrégationniste, refusé de céder sa place de bus à un blanc, alors qu'elle était assise dans la section réservée aux Noirs. Parce que ce qui se passait dans les bus, il y avait une séparation à peu près au milieu, mais plus il y avait des blancs qui entraient, plus on repoussait le petit panneau réservé aux Noirs. Donc elle était à sa place, octroyée légalement, et il y a un dernier blanc qui est arrivé dans le bus et on lui a dit, bon, elle n'avait qu'à descendre, et elle a refusé. Elle avait une longue journée de travail, elle était crevée, elle disait non, et c'est comme ça que ça a démarré. Et souvent quand on en parle dans les commémorations, de temps en temps, enfin en France tout au moins, on dit oui, elle était dans un bus, elle n'a pas voulu céder sa place, mais elle était à la bonne place. Ça, il ne le dit jamais. Donc voilà, c'était pour le préciser. C'est pour ça. Et à partir de ce mouvement, cette action d'exaspération allait provoquer un tournant décisif dans le mouvement noir, puisque l'arrestation de Rosa Parks a débouché sur une immense action de boycott des transports publics par la population noire de Montgomery pendant plus d'1 an et a donné aussi une autre orientation au combat pour les droits civiques. Alors le dernier symbole que j'ai retenu dans cette résistance afro-américaine est celui d'Angela Davis, qui était une jeune universitaire qui a été traquée par le FBI en 1970, puis emprisonnée pour avoir aidé à organiser une sanglante tentative d'évasion de 3 militants noirs qui avaient été emprisonnés. Mais elle ralliera le monde entier à sa cause grâce à son comité de défense et les pressions internationales obligeront le président Ronald Reagan et la justice américaine à la faire libérer et à annuler toutes les charges à son encontre. Donc tout ça c'est pour vous montrer cette transmission, depuis, j'ai parlé des femmes du passé, 17e, 18e, 19e, et c'est pour montrer qu'il n'y a pas eu de coupure dans cette force, cette volonté de se battre. Donc même si il y a eu la diaspora, il y a eu
des Africains qui ont été éparpillés partout, il y a toujours eu au niveau des femmes toujours cette volonté de porter ces valeurs de résistance, de dignité, ce sens de la liberté qui s'est transmis de génération en génération. Alors, sur le continent africain, je ne suis pas trop longue, non? Je suis bavarde, mais vous m'arrêtez quand vous en aurez marre. On a besoin de savoir. Alors, sur le continent africain, dans un XXe siècle marqué par les luttes pour la décolonisation, de nombreuses femmes aussi se sont distinguées dans les revendications d'indépendance ou dans le combat contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et il est resté ainsi dans la mémoire populaire des fortes têtes qui ont défié l'administration blanche alors que l'Afrique était sous le joug de la colonisation. En l'an 1900, par exemple, la dernière grande résistance armée de l'ancien royaume Ashanti du Ghana contre la présence britannique a été menée par une femme, la reine-mère Yaa Asantewaa. Alors, fusille en bandoulière, cette vigoureuse quinquagénaire, elle avait entre 50 et 60 ans, rassembla sous sa conduite 40 000 insurgés qui harcelèrent pendant 8 mois les troupes britanniques basées à Koumassi. Il a fallu que Londres fasse venir de très nombreux renforts pour mater la rébellion. Exilée aux Seychelles par les Anglais, elle y est morte en 1921. Et on ne peut pas taire non plus le combat des femmes sud-africaines contre l'apartheid. Dès 1912, c'est-à-dire au début du XXe siècle, elles manifestaient dans l'État libre d'Orange en multipliant des pétitions aux autorités et des campagnes de résistance passive. Elles paieront aussi d'emprisonnement leur opposition au pass, ce laissez-passer institué par la minorité blanche pour contrôler les déplacements des Noirs dans leur propre pays. Alors lorsque, en 1912, l'ANC, le Parti national africain, s'est formé, il ne va pas du tout chercher à associer ces mouvements de femmes qui étaient pourtant très dynamiques. Alors la même année, elles vont créer leur propre parti, la Native and Colored Women's Association, pour coordonner leur propre lutte. Finalement, la politisation croissante de ces mobilisations féminines conduira l'ANC à mettre en place en 1918 la Women's Bantu League, avec à sa tête Charlotte Maxeke, qui a été la première diplômée sud-africaine formée dans une université américaine. Mais les femmes n'avaient qu'un statut d'observatrice sans droit de vote et ça ne leur suffisait pas. Alors elles vont maintenir leur pression à l'intérieur du parti pour que soit reconnue leur représentativité, d'autant que leur opposition au système d'apartheid était tout aussi durement réprimée. Ce n'était pas parce que c'était des femmes que la police ne tirait pas sur elles. Donc voilà, elles payaient le même prix que les hommes. Et ce n'est qu'en 1943 que l'ANC va les associer finalement à travers une nouvelle branche, l'ANC Women's League. Et leur activisme va se poursuivre sans discontinuer jusqu'à la reconquête de la souveraineté noire avec l'avènement en 1994 du premier gouvernement présidé par Nelson Mandela. Alors dans cette dynamique des luttes féminines, les femmes commerçantes ont souvent été en première ligne des épreuves de force contre une tutelle coloniale accusée de les spolier au moyen d'impôts et de taxes jugés excessifs. Au Nigeria, par exemple, où existaient des groupes de pression et des associations féminines antérieures à la colonisation, des mouvements de protestation actionnés par le bouche à oreille pouvaient rassembler en quelques heures des milliers de femmes de différentes régions pour mener des actions visant à déstabiliser l'économie coloniale et les intérêts des colons jusqu'à obtenir satisfaction. Et ce, malgré les interventions musclées de la troupe qui les frappait sans ménagement. Les périodes des deux guerres mondiales en particulier ont été le théâtre de multiples révoltes contre l'effort de guerre imposé aux populations africaines pour ravitailler les puissances colonisatrices impliquées dans ces conflits. Ces prélèvements en nature et en impôts faisaient subir de telles restrictions alimentaires, voire des famines chez les autochtones, que dans certaines régions, des femmes sont montées au créneau pour s'opposer à la confiscation des produits alimentaires, mais aussi à l'enrôlement forcé des hommes et des jeunes gens appelés à servir de chair à canon en Europe. Autre femme de tête emblématique au Nigeria encore, Funmilayo Ransome Kuti, la mère du chanteur Fela,
qui avait été formée en Angleterre et qui fut la première autochtone à diriger une école de filles, cette tâche étant dévolue à des expatriées anglaises. Le combat de cette intellectuelle fut d'alphabétiser et d'organiser des petites vendeuses de riz du marché, spoliées par les réquisitions coloniales. Elle a créé des associations de défense des marchés et fut jetée en prison après plusieurs manifestations dénonçant la violence économique subie par les populations colonisées. En 1949, elle a fondé l'Union nigériane des femmes, où plus de 20 000 adhérentes se sont manifestées dès sa création. Les femmes cotisaient entre elles pour énumérer les services de juristes chargés de défendre celles qui étaient emprisonnées ou condamnées à des amendes à chaque manifestation. Et elles se battirent aussi pour la prise en compte de leurs droits par le système colonial. Et à la fin des années 50, Funmilayo Kuti a été le seul membre féminin de la délégation chargée de négocier à Londres l'accession à l'indépendance du Nigeria. Alors pour mouvementer quelles furent, ces contestations n'avaient pas qu'un caractère de défense d'intérêt catégoriel, mais aussi politique. C'est ainsi que des femmes ont soutenu en nombre les premières formations qui s'inscrivirent dans la lutte pour l'indépendance. Au Mali par exemple, mais aussi en Guinée, malgré le refus de leur époux de les voir se mêler de politique, certaines risquant même la répudiation, et beaucoup de femmes ont été répudiées pour avoir participé à des mouvements contre la colonisation. Des femmes de milieux populaires joueront un rôle important dans l'élection de leaders nationalistes en poussant les femmes rurales et urbaines à aller voter ou à cotiser pour participer au financement des campagnes électorales. En Côte d'Ivoire, la célèbre marche des femmes sur le Grand Bassam a vu déferler en décembre 1949 sur l'ancienne capitale ivoirienne, distante d'une quarantaine de kilomètres d'Abidjan, des femmes de tous âges venues réclamer la libération de leurs époux, frères et fils, militants emprisonnés depuis plus d'une année par les autorités françaises au motif de subversion. Battues par les miliciens, violemment repoussées à coups de pompe à eau, elles ont été célébrées comme les actrices du premier grand mouvement féminin de résistance à la colonisation française. Alors pour terminer mes illustrations, je voudrais aussi rendre un hommage à toutes ces femmes qui ont sacrifié leur vie dans des guerres de libération nationale, à l'image des Éthiopiennes qui se sont enrôlées pour défendre leur pays contre l'occupation italienne de 1935, ou des combattantes des colonies portugaises de Guinée-Bissau, d'Angola, du Mozambique, balayées par des guerres qui ont duré de 10 à 20 ans. Toutes ont contribué à libérer leur pays, mais l'histoire n'a préféré retenir que les noms des seuls combattants masculins. Et puis aujourd'hui encore, il y a toutes ces activistes et militantes qui risquent quotidiennement leur sécurité pour dénoncer des dictatures ou des lois fondamentalistes liberticides pour les femmes, ou encore celles qui participent à des émeutes de la faim dans des pays aux économies exsangues. Toutes sont les héritières de ces héroïnes du passé. Alors, pour ma conclusion, je voudrais dire que même si leurs contributions ne sont guère valorisées, les femmes noires ont donc une longue tradition d'engagement dans l'histoire et dans leur société. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi cette force féminine, reconnue dans le passé, s'est étiolée dans le temps, au point qu'on a pu nous faire croire que c'est l'avènement du féminisme occidental qui a permis aux femmes d'apprendre à se défendre. Cette question du manque de reconnaissance d'une contribution féminine dans l'histoire de l'Afrique est sans nul doute à relier à des influences religieuses et culturelles extérieures qui ont progressivement éloigné la femme de l'espace public pour la renvoyer à ses fourneaux. Ainsi, la pénétration de l'islam dans une Afrique subsaharienne alors animiste a contribué à un affaiblissement de l'ascendant féminin. Dans certains pays, des reines et des femmes d'action admirées en leur temps se sont retrouvées pratiquement effacées de la généalogie du pouvoir au point de n'être plus mentionnées par les gardiens de la mémoire orale au motif que la religion n'autorise pas qu'on mette les femmes en avant. C'est ce que m'avait confié un traditionniste malien alors que je faisais des recherches à Bamako sur la reine Kassa du Mali, qui était mentionnée dans ses récits de voyage par un grand géographe et explorateur arabe, Ibn Battuta, originaire du Maroc. Il avait fait un séjour dans l'Empire du Mali en 1352
Et il avait parlé de cette reine qui occupait une haute fonction à la cour, qui était adulée de son peuple. Et le jour où le jour où son mari, l'empereur Suleiman, qui a régné au XIVe siècle sur l'empire du Mali, le jour où son mari a décidé de prendre une coépouse, elle a fomenté un coup d'État contre lui, et persuadée que, bon, de toute façon, elle pouvait aussi diriger le pays. Malheureusement, quelqu'un l'a trahi. Quelqu'un l'a trahi et donc elle a été arrêtée. Ça a soulevé fait beaucoup de bruit dans le pays. Plein de gens la soutenaient. Enfin bref, vous trouverez la fin de l'histoire dans le livre. Mais ce que je veux dire, c'est que ça explique un peu les difficultés dans la quête d'information. Donc j'ai lu cette histoire écrite, qui avait été écrite au XIVe siècle. Et quand je suis allée au Mali, j'ai cherché auprès des traditionnistes ce nom. Ah non, ça ne disait rien à personne. J'ai vraiment cherché partout. Et un jour, j'avais fait une conférence dans un collège. Et le directeur, qui était aussi un grand érudit et qui se passionnait pour l'histoire des traditions orales, a sans doute eu pitié de moi quand je parlais de ma quête désespérée. Et en sortant, il m'a dit, mais madame, vous savez, il y a beaucoup de femmes qui ont eu des rôles importants, mais on n'en parle plus. C'est avec l'islamisation, on n'a plus le droit de mettre en avant ces femmes. Donc partout où vous irez, on vous dira, non, non, elle n'a jamais existé, on ne la connaît pas. Mais effectivement, elle a existé. Donc j'ai compris et j'ai trouvé ça très triste. Alors plus tard, l'introduction du catholicisme et l'occupation du continent par des sociétés européennes patriarcales ont également renforcé l'exclusion des Africaines de leurs fonctions économiques et sociales antérieures au profit d'une autorité exclusivement masculine. Alors des sociétés où la contribution des femmes était traditionnellement valorisée ont progressivement bridé cette influence au fur et à mesure de leur acculturation à des civilisations européennes qui se prétendaient supérieures mais qui ne reconnaissait aucune légitimité aux femmes à investir des champs d'autorité. Alors on sait que l'histoire joue un rôle crucial dans la structuration de l'identité. Comment en effet se construire positivement quand on vous renvoie sans cesse à un vide historique? Alors c'est pour que nos enfants aient eux aussi des modèles valorisants de femmes combatives, nos ancêtres, nos grands-mères, nos mères, porteuses elles aussi de valeurs de dignité et de courage, que j'ai voulu rappeler cet esprit de résistance que nous devons entretenir et transmettre à nos jeunes générations. Voilà, je vous remercie, j'ai été très bavarde sans doute. Alors, on va aller dans la séance de questions. J'avais pensé que vous vouliez un peu nous parler de l'histoire de votre livre. J'avais juste fait une petite synthèse là-dessus. On a encore un peu de temps.